je n'ai plus bougé. Je suis restée clouée sur le sol et je n'ai plus bougé. Et ça a été d'une extrême violence, hein. Il m'a dit: «Tu faisais du snowboard? Tu as une sclérose en plaques?» Il me dit: «Mais c'est génial!» Attends, je sais pas si on associe vraiment génial et sclérose en plaques. Il y avait des gens qui se disaient être mes amis quand ils me voyaient dans mon fauteuil roulant en ville, et ben ils changeaient de trottoir. Et après, quand il y a eu la médaille de Sochi, ils sont vite revenus. Et là, ce qui me rend triste, c'est parce que aujourd'hui, ben moi j'ai perdu maman, mais je pense qu'elle a dépensé beaucoup d'énergie à être auprès de moi en fait. Et, euh, et en fait, eh ben, aujourd'hui, même si je sais qu'elle me voit du ciel et que chaque fois que j'ai un truc, je montre la médaille au ciel ou quoi que ce soit, et ben, elle aura pas vécu ça à côté de moi, en fait. Voilà. La rédaction des sports de Ouest France a fait de vous la para-championne de l'année 2025. Qu'est-ce que ça vous évoque? Oh ben, déjà, je suis très flattée, très honorée, merci. Ça m'évoque plein de choses, plein d'émotions, parce que toujours un top d'avoir une reconnaissance de la part des médias. Et quand on parle de sport, en plus, vous êtes un média qui vous intéressez vraiment au parasport. Donc, c'est une reconnaissance venant de spécialistes. Donc, j'apprécie encore plus. Et ça me met aussi en valeur cette année qui a été une très belle année, mais une année très dure. Et du coup, voilà, ben, un grand merci et je suis très flattée et très honorée. L'un des objets de notre interview, c'est parce que tu es l'une des ambassadrices, en tout cas pour les Jeux, lors de ces Jeux paralympiques côté français, tu seras l'icône aussi un petit peu du combat et de la reconnaissance des handicaps invisibles, des gens qui portent des handicaps invisibles. C'est quoi la définition selon toi d'un handicap invisible quand tu dois l'expliquer dans des conférences, auprès d'enfants par exemple, pour que les gens comprennent bien quelle est ta vision et ta définition du handicap invisible? Alors, ce que j'aime bien dire, c'est que j'ai un corps entier, mais qui fonctionne pas, qui a pas l'intégralité de ses capacités, et que en fait, dans le cadre de la sclérose en plaques, dans le cadre de mon handicap invisible, parce qu'il y a plein de familles de handicap invisibles, ben, mon handicap il n'est jamais compensé. J'aime pas comparer, en fait, quand chaque fois, quand on dit: «Ah mais qu'est-ce que tu fais avec des gens qui sont amputés?» Moi, j'ai un handicap invisible. Si je suis là, c'est que je suis apparentée à telle ou telle famille de handicap par rapport aux classifications. Mais oui, ce que je dis, c'est que j'ai un corps entier. Oui, ça ne se voit pas, mais je suis handicapée. Quelles sont les conséquences vraiment sommairement déjà pour toi? Ça se manifeste comment? Et quand est-ce qu'on voit en fait? Et quand est-ce que toi tu ressens l'impact du handicap sur ton quotidien? Alors, moi déjà, tous les matins, au réveil, je sens, je teste mon handicap parce que je ne suis plus dans le déni. J'ai longtemps été dans le déni. Dès que je vais poser mon pied sur le sol, je vais avoir cet avant-goût de ma journée, de comment va se dérouler ma journée, s'il va falloir adapter sportivement, humainement. Et aujourd'hui, les conséquences, donc moi, pour faire un peu un petit flashback, parce que aujourd'hui, j'arrive à le faire, ce petit flashback. Avant, ça a été très dur, hein, ce cheminement, mais je me suis réveillée le 21 octobre 2002, les jambes totalement paralysées, mais totalement. Je n'avais absolument plus aucune sensation. Et on m'a transportée à l'hôpital de Perpignan. Et au bout de 4 jours d'examen, on m'a diagnostiqué une sclérose en plaques. Je ne savais absolument pas ce que c'était. Et je suis passée 3 ans en fauteuil roulant, 3 ans de cheminement, de deuil, de déni, de colère, tout ça. Et en fait, tous les matins, le handicap est rentré dans ma vie tellement brutalement un matin que tous les matins, j'ai cette pensée. J'ai cette pensée, en fait, qui me rend aussi reconnaissante du chemin parcouru, et qui fait aussi en sorte que je ne veux pas être dans le déni. Si je sens un peu moins mes jambes, je vais adapter mon handicap, je vais aussi adapter mon alimentation. Mais en tout cas, en termes résiduels, ce qui reste, c'est un gros manque de force, des problèmes de coordination, des problèmes d'équilibre. Donc tout ça, ben, tu le vois parce que ça se voit parce que je trébuche. Dès qu'il y a quelque chose qui va dépasser sur le sol, ben, comme j'ai plus le releveur et le fléchisseur d'ange, eh ben, je vais trébucher. Je dors beaucoup. Donc ça, c'est que si tu viens avec moi, tu sais que je dors beaucoup. Et aujourd'hui, j'ai trouvé quand même des leviers qui font que j'arrive à me fatiguer un peu moins vite, notamment grâce à l'alimentation, les musiques basse fréquence. Donc il y a plein de, je vais pas dévoiler tous mes petits secrets. Quoique et la concurrence, en Chine et aux États-Unis. Non, mais voilà, j'écoute beaucoup de musique basse fréquence ce qui me fait beaucoup de bien. Parfois, je vais bégayer, je vais avoir un peu de mal au niveau des troubles cognitifs à trouver des mots, je vais moins voir.
Bon voilà, mais c'est vrai que de prime abord, eh ben, tu ne vois pas, tu vois un corps entier, tu vois une personne qui est heureuse de vivre, hein. Parce que moi, je suis énormément dans la gratitude de tout ce que je vis. Par contre, eh ben oui, j'ai cette sensibilisation, j'ai créé ce petit pictogramme qui a pour but de sensibiliser au handicap invisible, en tout cas de faire bouger les lignes sur le handicap, sur la perception, et même dans le handisport, hein. Ce matin, j'ai fait un post sur LinkedIn pour expliquer que maintenant, je mets ce petit badge aussi sur mon casque de snowboard, accroché à l'élastique de mon masque. Et les gens, bah, sur le télésiège, en étant en stage équipe de France, les gens me disaient, mais c'est quoi ce petit picto? Et ben voilà, je prends plaisir à expliquer que c'est une manière, hein, c'est pas parfait, mais en tout cas, c'est une manière de susciter la curiosité, de susciter le dialogue autour du handicap invisible, qui est largement majoritaire par rapport aux autres formes de handicap. Oui, c'est 80% des handicaps en France, hein. Exact. Et juste pour dire pour la sclérose en plaques, hein, c'est une sclérose en plaques qui est diagnostiquée, un cas qui est diagnostiqué toutes les 4 heures en France, ce qui est énorme, hein. Et juste si je peux me permettre, moi, au début, par rapport au parasport et au handisport, je me suis posé des barrières. Je me suis dit, ben, j'ai pas la légitimité, mon corps, il est entier. En fait, la représentation que j'avais du handisport, c'était du fauteuil roulant et de l'amputation. Voilà, membre sup, membre supérieur, membre inférieur, mais en tout cas, c'était ça mon image. Et du coup, je me suis orientée vers le journalisme sportif et en tout cas dédié au sport, au parasport et au handisport parce que je voulais vivre ce sport par procuration parce que je n'étais pas légitime, parce que mon corps était entier. Et après, j'ai compris quand j'ai rencontré le handicap, j'ai compris qu'il y avait différentes familles de handicap et qu'il y avait des classifications, des catégories qui pouvaient accepter des corps entiers. Et ça, c'est hyper important parce que moi, pourquoi je sensibilise aussi? Je sensibilise dans le monde de l'entreprise, dans le monde sociétal, dans le quotidien de chacun, mais aussi dans le sport pour pas qu'on se mette des barrières. On est toujours jugé avec ce corps entier parce que on se dit, ben non, tu as un corps entier, t'es pas amputé, c'est pas du tout pareil. Non, notre handicap, il n'est pas compensé. Nous, quand les gens qui ont des prothèses, quand ils mettent leur prothèse, eh ben, le reste du corps est valide avec les contraintes de la prothèse, bien sûr. Mais nous, à aucun moment, le handicap est compensé et on ne sait pas de quelle manière il va se déclarer, il va dégénérer au fil de la journée. Petit flashback, puisque tu as commencé ainsi, ce 20 octobre 2002, la veille, tu es en parfaite santé, tu vis ta vie, tout, c'est... Parfaitement. À l'époque, j'avais une société de communication événementielle sportive. J'étais sur un événement qui avait besoin que je fasse un consulting et j'étais bien toute la journée. J'ai couru partout, j'ai souri, j'ai rencontré des gens, j'ai fait du business, j'ai fait du réseau, tout ça. Et le 20 octobre, au soir, j'ai dit à mon compagnon de l'époque, je lui ai dit, ah, je suis fatiguée, j'ai pas faim, je veux aller dormir de suite, je sais pas pourquoi je suis fatiguée et j'avais des fourmis dans les mains. J'arrêtais pas de faire ça. Et puis le lendemain, ben, ce réveil brutal a fait que je n'ai plus bougé. Je suis restée clouée sur le sol et je n'ai plus bougé. Et ça a été d'une extrême violence, hein, de basculer comme ça, hein. Comme je le dis toujours, la veille, c'est marrant de me poser cette question parce que peu de gens tu vois, me tournent cette question comme tu viens de le faire. Ouais, le 20 octobre, tout allait super bien. J'étais, euh, j'étais une femme valide, heureuse, hyperactive, limite. Et le 21 octobre, tout a basculé. Voilà. On se connaît maintenant depuis un moment, donc je sais qu'il y a eu des étapes. Est-ce que tu peux revenir sur les différentes étapes et le cheminement qui t'a conduit à d'abord faire le deuil et puis ensuite décider de construire, de reconstruire une vie de femme, de maman que tu es et de sportif de haut niveau, parasportif de haut niveau? Ben, tu sais, les deuils, c'est les médecins qui m'ont quasi obligée à les faire parce que le 21 octobre, je se réveille paralysée. Le 24 octobre, le médecin qui rentre dans la chambre d'hôpital, qui se fait d'abord sortir ma maman pour lui dire que j'ai quelque chose de grave. Ensuite, il rentre dans la chambre avec ma maman et il trouve pas ses mots. Puis, ben, il y a ce côté où ben, le 25, j'ai une psychologue qui vient avec un fauteuil roulant qui me dit, ben voilà, c'est votre nouvelle vie. Et les médecins qui me disent très rapidement, bah voilà, il va falloir faire le deuil du sport, il va falloir faire le deuil professionnel, il faut arrêter votre société, vous allez pas pouvoir. On parle de ça il y a 23 ans, hein. Attention, il faut aussi resituer les choses dans leur contexte. Euh, et je rencontre deux personnes qui viennent à mon chevet, des groupes de parole. Il y a un homme et une femme. L'homme, il a perdu son travail parce qu'il était jardinier dans une mairie, dans une petite ville à côté de chez moi. On lui a dit qu'il pourrait plus travailler.
Et la femme, ben pareil, elle est femme au foyer et son mari l'a quittée à cause de la sclérose en plaques. Donc ça a été ça, mes constructions. Mes modèles de construction, les premiers mots que j'ai entendus par rapport à des perspectives d'avenir sur la sclérose en plaques, ça a été ça. Et dur, hein. Et les médecins m'ont dit, ben voilà, non, vous ne pourrez plus faire de sport. Une des premières questions que j'ai posées, le 24 au soir même, c'est est-ce que je vais pouvoir remarcher un jour? Et ils m'ont dit, on ne sait pas. On ne sait pas comment la maladie se développe. On ne sait absolument pas. Est-ce que je vais pouvoir faire du sport? Non, le sport, il va falloir faire le deuil. Donc, j'avais un appartement dans un étage, dans une résidence avec un étage. Il a fallu rendre mon appartement, vendre ma voiture. Donc, ça a été, comme tu l'as dit, une succession de deuil, de colère, hein, grande colère, à crier à l'injustice de la vie. Mais pourquoi moi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Tout ça, ça a été quelque chose de très énergivore, vraiment. Mais avec du recul, je me dis, mais peut-être que si j'avais rencontré d'autres médecins ou d'autres personnes, ma vie, elle aurait été autre. Et moi, je crois beaucoup au signe de la vie, hein. Je pense que ces gens ont été mis sur mon chemin pour ben, peut-être que je prenne un peu plus le temps et que je, justement, fasse le deuil du sport, que je me dise, ben, je peux plus faire de sport et que je me réoriente différemment. Donc, je me suis d'abord mise à écrire. Donc, j'ai écrit un petit journal intime qui après est devenu un livre, mais un journal, une écriture qui était vraiment une écriture thérapeutique, qui avait pour but de pas trop apitoyer mon entourage. C'est-à-dire que toutes mes peurs, je les couchais sur le papier. Donc, après ce livre, ce journal intime est devenu un livre. Ce cheminement d'acceptation, en fait, de colère, de deuil, de déni, de ne pas vouloir associer le mot handicap et moi, et euh, ça a duré 3 ans. Et mine de rien, on est arrivé en 2005. C'était ce début d'année 2005. 2005, il y avait la loi de février 2005 qui sortait, où on parlait beaucoup de handicap. Il y avait cette loi qui disait, ben, on veut de l'inclusion, on veut des quotas. Et moi, je me suis intéressée à cette loi pour me reconstruire. Et mine de rien, c'est une loi, c'est quelque chose de politique qui m'a aidé à me dire, eh ben, tu vas avoir une ligne supplémentaire sur le CV de ta vie. Et du coup, comment tu vas construire et comment tu vas organiser ta vie autour de cette ligne supplémentaire. Et du coup, ben, je me suis intéressée aux chiffres des personnes handicapées dans les médias, que ce soit presse écrite, qui était chroniqueur, qui était journaliste avec un handicap. Et ben, dans le groupe Lagardère, il n'y avait pas grand monde. Et finalement, je suis allée taper au port du groupe Lagardère et je suis devenue chroniqueuse sur Europe 1. J'ai fait la même chose, ça c'était en 2011. En 2012, j'ai fait la même chose pour le groupe Le Figaro pour couvrir les Jeux paralympiques de Londres, où on s'est rencontrés. Et, et après, ben, ben voilà, la télé est venue à moi, pour la petite histoire, j'en parle rarement de ça, mais 2011, c'est moi qui écris à la presse. 2012, j'ai à la radio. 2012, presse écrite. Et 2013, c'est la télé qui vient me chercher et qui me disent, bah voilà, on est en train de réfléchir à une émission avec un animateur et les chroniqueurs autour de la table. Moi, j'étais, ben, quand on s'est connus à Londres, j'étais avec des béquilles et une canne. Et là, quand j'ai fait mon casting, ils m'ont dit, ah, c'est super, c'est génial. On a besoin de représentation du handicap dans les médias. Et il me dit, par contre, est-ce que tu accepterais de te remettre dans un fauteuil roulant pour présenter la chronique? J'ai dit, mais hors de question. Et là, j'ai commencé à me dévêtir, entre guillemets, pour faire des campagnes de sensibilisation au handicap invisible. Donc, on est en 2013. Et voilà, je suis quand même sur le sujet du handicap invisible depuis longtemps parce que je me suis dit, mais j'ai envie de faire de la télé, j'avais envie de boucler cette boucle des médias. Et finalement, j'étais pas prête à tout. J'étais pas prête à me remettre dans un fauteuil roulant alors que j'avais fait un travail de fou pour pouvoir être sur mes jambes. Et au-delà de cette représentation du handicap invisible, j'avais aussi fait un travail légitime en termes de, de couverture des parasports, du handisport et des personnes avec des parcours extraordinaires et leur singularité. Donc voilà, je me suis réinventée. Et en 2013, je suis invitée au Micro d'Or pour me féliciter du travail que je fais sur les parasports. Et je rencontre le handicap par l'intermédiaire de Patrice Baratero. Je rencontre le snowboard, sport que je pratiquais. Et là, je lui dis, tu sais, moi aussi, je faisais du snowboard avant, ben maintenant, je peux plus en faire parce que j'ai une sclérose en plaques. Il me dit, tu faisais du snowboard, t'as une sclérose en plaques. Il me dit, mais c'est génial. Attends, je sais pas si on associe vraiment génial les scléroses en plaques. Et je lui dis, Non, mais t'as oublié snowboard aussi, hein. ouais, ouais. C'est le trio qui est génial en fait. Et je lui dis, bah oui, je faisais du snowboard dans les Pyrénées. Il me dit, ah, les Pyrénées, c'est moins génial. Et là, je lui dis, attention, on touche pas aux Pyrénées, hein. Et du coup,
Et du coup, on a fait du snowboard. J'étais censée faire une interview de lui, en fait. D'accord. Et en fait, on a fait que du snowboard et il m'a filmé. Et quand il est rentré dans le sud, il a envoyé des vidéos à l'entraîneur de l'équipe de France. Moi, je suis rentrée à Paris et puis j'ai eu un coup de téléphone de l'entraîneur de l'équipe de France qui Qui m'a était dit, qui bah, à écoute, l'époque? c'était William Renan. Ok. Il était à Sochi, l'entraîneur de Sochi. Et puis, du coup, on a fait plein de stages et on a demandé une wildcard pour aller aux Jeux paralympiques de Sochi. Et j'ai fait ma première médaille à Sochi. Il y a une personne aussi, tu m'en avais parlé précédemment. Il y a un kiné qui a contribué aussi à cette reconstruction. Je veux bien son nom et son prénom. Et puis, comment, matériellement, concrètement, comment il t'a aidé dans tout ton cheminement? En août 2005, je refais une gravissime poussée. Où là, j'ai la déglutition qui est atteinte, j'ai les membres supérieurs, j'ai les yeux, j'ai les jambes où on replonge. Et j'avais entendu parler d'un kiné qui avait sauvé le genou du capitaine de l'équipe de rugby de l'USAP à Perpignan. Et on me renvoie à l'hôpital, mais je ne veux pas rester à l'hôpital et je ne veux pas aller en centre de rééducation parce que j'ai très mal vécu le centre de rééducation. Et du coup, mon ami qui faisait du rugby me donne les coordonnées de ce kiné. Et j'arrive chez le kiné, je suis en fauteuil roulant, je ne parle pas, j'ai du mal à déglutir, j'ai du mal à bouger les mains. Et ce kiné va me dire, écoute Cécile, on va former une équipe. En fait, il est allé puiser dans les ressources et l'historique que j'étais, cette sportive que j'avais été, cette femme active, cette femme passionnée. Et il est allé et on a fait un travail d'équipe. Il s'appelle Claude Lemouty. Et Claude, je lui dois beaucoup. Je lui dois beaucoup. Je suis toujours en train de le remercier et tout parce que il m'a dit, on est en août, en décembre, tu pourras remarcher. Et je lui ai demandé comment il a pu prendre des risques comme ça, de dire, de s'engager autant. Mhm. Et il m'a dit que c'est mon caractère de battante, vraiment. Attends, il a pas dit ça. Il m'a dit c'est ton caractère de merde. Et du coup, bon, on va le tourner en caractère de battante. Mais c'est vrai, c'était ce que ça voulait dire. Et en fait, on s'est accroché. Il a construit ma rééducation comme une réathlétisation. Il m'a mis à piscine, il m'a fait courir, il m'a fait faire du vélo, il me mettait sur des petits trampots. J'arrêtais pas de tomber, mais limite, ça le faisait rire. Parce que pour lui, j'allais me relever. Mhm. Oui, j'allais me relever. Donc, du coup, il a construit cette acceptation, il a reconstruit, il est allé repuiser dans cette âme de sportive et de battante parce que je fais du sport depuis toute petite. J'ai fait mon premier championnat du monde, j'avais 11 ans. Donc, j'ai été élevée dans une famille. En Euh, BMX, c'est ça? ouais, ouais, en Mhm. BMX. J'ai été élevée dans une famille de sportifs. Mon papa, il a fait le Paris-Dakar. Ma maman faisait de l'athlétisme. Elle passait des heures et des heures à enchaîner les kilomètres de natation. Donc voilà, j'ai été élevée dans la méritocratie aussi. Euh, et puis dans le goût de l'effort et dans on n'a rien sans rien. Ça, c'est. Ma maman, elle m'a toujours dit le travail bat le talent. Tu auras beau être talentueuse, si tu travailles pas, ça marchera pas. Et aujourd'hui, Claude, il a continué de surfer sur cette dynamique et il a gagné. On a gagné. Justement, au moment de, et ça sera après, on va passer un peu à tout ce que tu fais aujourd'hui et comment tu accompagnes et qu'on continue d'avancer. Mais au moment du diagnostic, euh, quel est le rôle familial de ta famille dans le soutien, dans l'acceptation aussi et dans ton parcours de reconstruction? Alors, j'ai une. Parce que comme tu l'as dit, en 2002, c'est quand même, on n'en parle pas beaucoup, voire pas du tout. Donc pour tout le monde, je pense que dans ton environnement, c'est une grosse découverte. Et tu sais, oui, et tu sais, malheureusement, tu sais, il y avait des blogs et des blogs et des forums là sur les réseaux quand je me suis un peu intéressée à ça, à Internet en 2002, tu vois, on parle de ça il y a 3 ans. C'était en fait, c'était le mur des lamentations. Ça m'a, ça m'a, ça m'a énormément choquée, c'est-à-dire que c'était à celui qui avait une enchère de encore plus de douleur, de venir se plaindre en permanence. Et moi, j'ai jamais été dans cette dynamique-là. Mais je ne voyais que, que des choses négatives liées à la sclérose en plaques, que des gens qui parlaient de troubles que moi, je n'avais pas encore. Et je me suis dit, oh, mais c'est ça. Mais oui, je vais dégénérer. Et puis, comme on m'avait parlé de deuil, comme on me disait, on ne sait pas.
on sait pas demain comment tu vas être, on sait pas dans un mois, donc il y avait pas de perspective d'avenir. Et du coup, ben, moi, je m'étais réfugiée dans ça, mais c'est surtout, maman, elle connaissait quelqu'un qui avait une sclérose en plaques et qui en était mort. Et c'est pareil, hein, personne âgée, on parle de ça avant les traitements et tout ça. Donc maman, elle a été hyper touchée et affectée par tout ça. Et elle a trouvé ça tellement injuste ce qui m'arrivait. Et maman, elle a été présente. Oh, tu vas me faire pleurer. Maman, elle a été présente, vraiment très présente. J'étais en centre de rééducation et elle venait, pratiquement tous les jours parce qu'elle voulait pas que je sois seule et tout. Et j'étais au fond du seau. Vraiment, je voulais plus manger, je voulais pas sortir de ma chambre quand c'était en centre de rééducation. C'était super dur. Mon grand frère, il a été présent. Mon papa, que je voyais peu à l'époque, il est arrivé dès le lendemain. Pareil, très présent. Les amis au début présents et après un peu plus craintifs. Il y avait des gens qui se disaient être mes amis quand ils me voyaient dans mon fauteuil roulant en ville, et ben, ils changeaient de trottoir, tu vois. Donc je dis toujours, ah ben, au final, le handicap ou la sclérose en plaques, c'est un filtre à con, hein. Ouais. Et après, quand il y a eu la médaille de Sochi, ils sont vite revenus. Ils Ah, sont vite revenus. ils n'ont Ouais. pas eu la honte de revenir. Ah non, non. Et tu sais, la famille a été présente, mais moi j'ai voulu l'épargner parce que j'étais un peu le baromètre. J'étais là à me dire, mais si je me plains, je vais rendre maman encore plus malheureuse alors qu'elle l'est déjà et qu'elle n'arrêtait pas de dire, mais pourquoi c'est pas moi qui ai ta maladie? C'est pas ça, c'est la roulette. C'est la vie qui est comme ça, hein. Et ben non. Et là, ce qui me rend triste, c'est parce que aujourd'hui, ben moi j'ai perdu maman, mais je pense qu'elle a dépensé beaucoup d'énergie elle a dépensé beaucoup d'énergie à être auprès de moi en fait. Et, euh, et en fait, eh ben, aujourd'hui, même si je sais qu'elle me voit du ciel et que chaque fois que j'ai un truc, je montre la médaille au ciel ou quoi que ce soit, et ben, elle aura pas vécu ça à côté de moi, en fait. Voilà, pardon. Donc voilà, donc non, la famille a été présente. Il y a des amis qui se sont révélés, dans le positif et d'autres dans le négatif. Et, mais voilà, et puis j'avais un compagnon qui était là quand je me suis réveillée paralysée. Et j'ai tout fait pour qu'il me quitte, vraiment. Parce que lui, quand je l'avais rencontré, il avait rencontré une personne valide, hyper punchy et tout. Et là, il se retrouvait à une personne handicapée, donc j'ai tout fait pour qu'il me quitte. Il m'a pas quitté, il m'a quitté un peu plus tard, beaucoup plus tard, on va dire. Mais, euh, mais pardon. Ah, mais tu me fais couler mon maquillage. Mais voilà, non, non, il a été vraiment très présent. Il m'a dit non seulement je vais pas te quitter, mais en plus on va se fiancer, on va se marier, on va construire quelque chose. Donc après, ouais, j'ai reconstruit ma vie de femme différemment. Moi qui voulais pas d'enfant, eh ben, je suis devenue maman aussi, tout en m'assurant que je n'avais pas une maladie héréditaire ouais, et dégénérative, oui, mais héréditaire et tout ça. Et voilà, donc du coup, je suis devenue maman grâce à ma maladie au final. Et je me suis aussi intéressée beaucoup à la handiparentalité parce que j'ai pas eu de guide sur ça. Donc j'ai écrit un livre aussi sur la handiparentalité. Je me suis adaptée, ça a été énormément d'adaptation. Et la petite, elle a été incroyable. Elle a été incroyable quand elle est née. Elle a été incroyable après. Elle a marché super tôt. Je pense que le handicap, je lui ai beaucoup parlé de mon handicap quand elle était dans mon ventre. Après, on n'y croit pas, moi j'y crois. Et du coup, ça a fait une petite super dégourdie, qui a dormi dès la première nuit, qui a fait toujours toutes ses nuits. Non, je pensais faire comme les médecins m'avaient dit, vous allez faire votre grossesse en fauteuil. Ma grossesse, je l'ai fait debout jusqu'au dernier moment. Et voilà, hein, ça s'appelle Victoire Eleanor, c'est pas pour rien, hein. Là, maintenant, elle me dit, maman, tu sais quoi, j'ai envie de faire du snowboard cross en valide ou du ski cross en valide. Je dis, mais je suis toujours en train de la pousser et, euh, et c'est mon énergie aujourd'hui. Elle comprend beaucoup de choses, elle sera là au jeu et elle comprend que c'est dur, elle comprend. Maintenant, on en rigole, mais elle a toujours rigolé de la maladie. J'ai jamais dramatisé et je reçois beaucoup de messages de gens, de femmes qui me disent, mais est-ce que je dois dire à, à mon enfant que j'ai telle ou telle maladie, que parfois je suis trop fatiguée pour jouer. Mais bien sûr, il faut le dire.
Bien sûr, il faut dire des enfants, ils peuvent comprendre tout. Au contraire, ils comprennent beaucoup plus. Il vaut mieux dire les choses que les laisser interpréter des choses, en fait. Le parcours, donc 2013, euh, on va dire que ça y est, tu es complètement dans une autre dynamique, dans une dynamique très positive. Comment ça se matérialise et surtout le cheminement vers le sport ensuite, qu'est-ce que ça t'a apporté et aujourd'hui, eh bien, en quoi ces rencontres du sport, de ton métier de journaliste, ont joué dans ce que tu es devenu? À partir du moment où j'ai su qu'il était possible de pratiquer un de mes deux sports de cœur, le premier c'était le BMX, mais bon, il n'y avait pas de BMX en handisport. Et l'autre, par contre, il y avait du snowboard en handisport. Quand j'ai su ça, j'ai dit, mais incroyable, banco. Et Patrice a été un élément hyper important. Et de me dire, autant à Sochi, ben, on s'est préparé en 3 mois, autant après la médaille de Sochi, eh ben, j'ai basculé dans la vraie préparation, dans la vraie peau de sportif de haut niveau. Et ça a été, pour moi, ça a été une reconnaissance et une reconstruction phénoménale. C'est, ça peut choquer peut-être ce que je dis, mais en tout cas, le handisport et la sclérose en plaques ont été une formidable opportunité dans ma vie. Et voilà, de me dire que aujourd'hui, je vis de ça. Je voyage dans le monde entier. Je rencontre des gens du monde entier. Euh, pour moi, en fait, c'est une auto-inspiration. Tu vois ce que je veux dire, c'est que je ne suis absolument pas dans la comparaison, je suis plus dans l'inspiration des gens en fait. Et moi, je sais qu'aujourd'hui, ben, même si je me retrouve en fauteuil roulant, et ben, je pourrais encore faire du sport. Et ça, maintenant, je suis nos limites. Et peut-être qu'il y aura des moments où je serai en fauteuil roulant, peut-être qu'il y aura des moments où je serai plus mal marchante qu'à d'autres. Mais en tout cas, je sais que aujourd'hui, j'ai plus une vision du champ des possibles que du champ des impossibles, hein. Il y a le côté médaille, il y a tout ce qu'on voit, mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas pour que tu arrives là. Est-ce que tu veux bien en parler un petit peu, nous raconter aussi un peu les galères, les doutes que tu as pu traverser Les combats. et les combats que tu mènes? Et j'ai mené un sacré combat déjà pour aller à Pékin, hein. À Pékin, pour juste refaire un peu l'histoire. Donc aux Jeux de Euh, 2022, on est d'accord. ouais, Hmm. Pékin 2022. Ma catégorie, elle est supprimée parce qu'il n'y a pas assez de représentativité, ils disent, sur la start list la liste de départ des championnats du monde qui précèdent les Jeux. Donc, ils suppriment ma catégorie. Donc, en fait, je vais mener un combat en justice pour faire reconnaître mon handicap, ma sclérose en plaques, mon corps entier. Ça, c'est encore un sacré combat, hein. Et au final, eh ben, je vais obtenir gain de cause les 4 jours avant que l'avion de l'équipe de France décolle pour partir à Pékin. Et je vais gagner cette médaille à Pékin. Cette médaille qui manquait, la couleur qui me manquait, je vais gagner, mais c'est un combat. Une médaille Et c'est d'or, hein. encore. Ouais, Première médaille d'or. médaille d'or. Tu peux le Ma dire, hein, première faut médaille pas d'or. être modeste. Le, je voulais aussi dire vraiment sur la face cachée, encore une fois, si tu as envie d'en parler évidemment. Mais voilà, la face cachée, c'est quoi la préparation d'une Cécile Hernandez diagnostiquée sclérose en plaques avec tout ce qui, encore une fois, tu disais l'autre jour, handicap invisible rime souvent avec imprévisible ou conséquences imprévisibles. J'imagine que voilà, alors déjà au ski, dans les sports d'hiver, comme pour les sports marins, il faut beaucoup s'adapter au climat, aux conditions. Mais en fait, ton leitmotiv, c'est l'adaptation plus plus. C'est exactement ça. C'est ce que je dis souvent. C'est pour ça que quand je te parle de chaque matin, c'est que c'est imprévisible. C'est que je ne sais pas comment va se dérouler ma journée, je ne sais pas comment je vais la commencer, je ne sais pas comment je vais la finir. Mais en tout cas, en tout cas, quoi qu'il en soit, je répète encore ce mot, je suis dans la gratitude tous les matins quand je me sens à peu près, je fais yes. Je suis hyper contente. Et tous les soirs, quand j'ai passé ma journée, je fais yes, j'ai passé ma journée. Je remercie je La me terre remercie moi entière. Ouais. non, mais je me remercie moi aussi de garder la tête haute je remercie aussi ben, la vie de m'offrir aussi ce qu'elle a à m'offrir alors que il y a 23 ans, c'était pas du tout ce qu'on me prédisait. Donc, du coup, mes journées, c'est ça, c'est déjà ce réveil. C'est adapter, si on peut rentrer un peu dans les détails, c'est adapter mon alimentation aussi parce que j'ai supprimé des choses qui sont inflammatoires et par rapport à ma maladie qui, Par exemple.
Le pain, le Ok, gluten. ok. Je ne mange plus du tout de gluten. Je mange pas de sucre. Je mange pas de viande, je mange pas de poisson, mais ça, c'était bien avant mon handicap. Euh, mais en tout cas, le gluten, on le voit, hein, là, ça fait quand même pas mal de temps. Alors, c'est pareil, hein, c'est ce que j'ai testé sur moi. On a essayé aussi d'enlever les produits laitiers de vache. Et ben en fait, ça a rien fait. Donc autant comme j'aime le fromage et tout, autant que je continue de me faire plaisir. Mon alimentation, elle est assez drastique. Mais en tout cas, c'est ça, c'est adapter mon petit déjeuner, partir à la muscu, faire un check avec le coach quand je suis pas sur la neige. Ah, j'ai eu peur, mon chat est arrivé. J'allais dire, viens, viens, elle veut s'incruster avec nous. Tu m'as fait peur. Et du coup, c'est adapter de suite avec le coach quand j'arrive en muscu. Le coach, il me dit comment tu te sens. Et après, on adapte. Comme tu le disais tout à l'heure, hein, c'est de l'adaptation. C'est un mot qui est typique du handicap, hein. Et après, ben, c'est une collation toujours adapté à mon maladie inflammatoire. Et après, euh, et après ben, sieste. J'arrive à faire 2, 3 siestes par jour quand même, hein. Comment tu vis les jours sans? En fait, quand il y a, voilà, tu te réveilles, tu sens que, il y a des moments où on se dit, oh là, là, mais là, ça revient trop souvent. Il y a une appréhension, il y a une. Bien sûr qu'il y a une appréhension, mais je vais faire autre chose. Ben, si je sais que j'ai moins d'équilibre aujourd'hui, ben, je vais faire du vélo d'appartement. J'ai un homme trainer. Ben, je vais faire, et en tout cas, je vais bouger. Je laisse pas. Parfois, je me sens, mais ce mot qui est vraiment propre à la sclérose en plaques, c'est la fatigabilité. C'est-à-dire que tout te paraît compliqué. Parler te paraît compliqué. Attraper un verre te paraît compliqué. Marcher te paraît compliqué. Tout est lent. Les mots, ils sont durs à trouver. Tu prends un mot pour un autre. Parfois, ma fille, elle essaie de finir mes phrases et c'était pas du tout ce que je voulais dire. Mais donc, du coup, on est reparti au début de la phrase. Donc voilà. Mais en tout cas, je sais que ça fait partie de la maladie. Je ne suis plus dans le déni. Aujourd'hui, je préfère avoir mal au corps parce que j'ai des courbatures, parce que j'ai bougé mon corps au-delà des barrières de ma maladie, que d'avoir mal au corps tout simplement parce que j'ai une sclérose en plaques.